Bonjour à tous, c'est le 11e épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature Aventure Survie. Nous retrouvons Vol Ouest qui va en terminer sur les armes à feu, les EDC et nous donner quelques conseils de lecture. Ça va, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. Wilson! Wilson! Alors, quelles armes sont privilégiées en général? Alors, les armes qui sont privilégiées, en général, c'est toujours les mêmes. Et la première, ça va être le fusil de chasse de grand-père, calibre 12, canon lisse, 2 coups, tout bête. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est probablement l'arme à feu la plus polyvalente qu'on va pouvoir posséder à la maison. Le fusil de chasse calibre 12 va permettre bien évidemment de défendre son intégrité physique au besoin. Donc là, on parle d'une agression physique d'une extrême violence, ok. Mais aussi, le calibre 12 va nous permettre de mettre à manger sur la table. Et tu vois, on revient toujours à cet esprit à cette notion de résilience alimentaire, de production alimentaire. Mais donc, le calibre 12 va effectivement nous permettre donc de chasser et donc de mettre à manger sur la table. Hyper important. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup des armes à feu. C'est parce qu'en fait, l'arme à feu a toujours été liée à la nourriture. On repart sur les 7 samouraïs, mais on peut repartir en Chine, par exemple. Pourquoi les Chinois ont inventé le kung-fu? Parce que le gouvernement leur a interdit les armes à feu et que les paysans ne pouvaient pas défendre leur culture. Pareil, mafia, État, taxes et toutes ces choses-là. Et vu qu'on leur avait interdit l'arme à feu, ils ont développé des systèmes de protection personnelle et de défense personnelle, comme par exemple les arts martiaux, comme par exemple le kung-fu. Donc l'arme à feu est toujours liée à la paysannerie. Ça se dit ça, paysannerie? Je pense que ça peut se dire, ouais. Il n'y a pas de souci. Okay. On va le dire. Mais donc l'arme à feu a toujours été liée à cet esprit de résilience, à cet esprit d'autonomie, à cet esprit d'indépendance. Et tout ça est généralement lié à cette notion de résilience alimentaire. Donc fusil de chasse, calibre 12, canon lisse, 2 coups, de grand-père, ça va probablement être notre arme à feu de prédilection. Tout simplement, pourquoi 2 coups, toutes ces choses-là? Tout simplement parce que c'est généralement le système qui va recevoir le moins de problématiques. On va avoir le moins de problématiques ici à le posséder et à l'acheter. Généralement, restrictions, lois, toutes ces choses-là. Fusil de chasse calibre 12, normalement, ça va passer. Le deuxième système que j'achèterais, ce serait une arme de poing, tout simplement pour, pareil, protection personnelle, mais cette fois-ci sur un système qui peut se cacher sur sa personne. Très intéressant aussi pour tout ce qui est défense du domicile, pour pouvoir ouvrir des portes, tenir une lampe torche, protéger nos enfants, parler au téléphone à la police, tout en ayant une arme à feu sur nous. Donc une arme de poing, très important, fusil de chasse en premier, arme de poing en deuxième. Pour moi, personnellement, je suis sur du Glock 19. Le Glock 19, vraiment un système fantastique. Et en troisième position, ça va être une carabine en 22 long rifle. Carabine en 22 long rifle. Le 22 long rifle, c'est la munition la plus manufacturée au monde, la plus utilisée au monde. Ça va tomber énormément de gibier. On repart ici sur une notion de mettre à manger sur la table, mais aussi c'est un excellent système d'introduction à l'univers de l'arme à feu pour tout ce qui est formation. Formation pour nos enfants, nos conjoints, toutes ces choses-là. Beaucoup plus facile de commencer sur un système en 22 long rifle plutôt que d'attaquer sur, par exemple, une arme de poing comme le Glock 19 ou le fusil de chasse.
Alors, question con, mais dans les dessins animés, ils chargent le fusil de papy avec du gros sel. Tu penses que c'est efficace, ça? Non, c'est un dessin animé. Non, la défense personnelle, c'est une chose très très grave. Comme on vient de le voir, on parle ici, si je dois sortir le 12 du placard chez moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai peur pour ma vie, ça veut dire qu'il y a une agression physique d'une extrême violence à laquelle je dois faire face. Et dans cette situation extrêmement précise et stricte, je veux un système létal. Ouais, et de toute façon, n'importe quelle arme à feu, on ne la pointe pas si on veut pas détruire sa cible. C'est une mesure de sécurité de base, il me semble. Exactement. Une arme à feu, par définition, est un système de destruction ultime. Et ça devrait rester un système de destruction ultime. Si on veut des systèmes moins létals, alors on achète des systèmes moins létaux. Alors, système moins létaux, on parle de tout ce qui est shocker, lacrymo et tout ça. Shocker, même tout ce qui est les trucs à balles en caoutchouc et tout ça. Les gommes-cognes. Ouais. Mais mais ça doit rester sur des systèmes dédicacés au moins létal. Un système létal, c'est un système létal. Je vais pas mettre du moins létal ou du non létal dans un système létal. Alors, on a parlé des sacs d'évacuation déjà, mais il y a un autre petit kit peut-être qu'on pourrait aborder, c'est ce qu'on appelle les EDC. Ouais. Tu pourrais en parler un petit peu? Ouais, le Everyday Carry. Tout le monde a un EDC depuis la nuit des temps. Chaque être humain a un EDC sur lui depuis la nuit des temps. Bien évidemment, cet EDC peut changer, ça va dépendre de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que l'EDC d'un pompier à Paris, par exemple, ne va pas être le même que l'EDC d'un banquier à Wall Street. Mais généralement, on va retrouver un petit peu les mêmes fondations, c'est-à-dire des petits outils qui peuvent vraiment nous servir au quotidien. Généralement, par exemple, tout le monde va avoir aujourd'hui en EDC son téléphone portable. Donc le téléphone portable, pour moi, c'est la base de mon EDC. Ça sert à rester en communication avec mes proches. Je peux faire des photos ou une vidéo d'un accident, par exemple. Je peux bien évidemment appeler les secours si je suis le premier sur un accident de la route, par exemple, un motard qui s'est cassé la gueule devant moi sur une départementale, je vais pouvoir sortir mon téléphone portable et appeler les secours immédiatement. Donc la notion d'EDC, on en fait un truc. En fait, le problème de l'EDC, c'est que c'est devenu hyper tactique, tu vois. Mais l'EDC, c'est hyper fonctionnel, quoi. L'EDC, c'est le téléphone portable, c'est nos clés de voiture, c'est nos lunettes de soleil, c'est notre montre. C'est peut-être une paire de gants dans un sac, tu vois. C'est hyper simple, mais hyper pratique, hyper pragmatique, et ça sert tous les jours. Moi, j'ai un EDC qui me convient pour moi, qui convient à mon environnement et à ce que je fais. J'ai mon téléphone portable, j'ai un couteau pliant pour couper, voilà, une ceinture de sécurité si j'arrive sur un accident de la route, par exemple. J'ai une lampe torche. Pour effectivement quand je rentre tard le soir trouver le trou de la serrure, quand je paume un truc sous le siège de la voiture pour aller chercher le truc sous le siège de la voiture, toutes ces choses là c'est juste hyper pratique. L'un des EDC les plus connus, c'était celui de MacGyver avec son couteau suisse et duct tape. Ouais, le fameux couteau suisse, ouais. Qui avait tous les outils. Donc tu disais que ça devient hyper tactique, faut aussi faire gaffe à ce qu'on transporte, que ça plaide pas non plus contre soi, si jamais on a des soucis après. Oui, tout à fait. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça va dépendre d'où on est, de qui on est et de ce qu'on fait. C'est la règle incontournable pour tout, quoi. Donc effectivement, si je suis par exemple, là, je suis allé à San Francisco. J'étais à San Francisco, mon EDC a changé. Je vais pas à San Francisco avoir le même EDC que j'ai chez moi dans le Montana, par exemple. Les lois sont différentes, mais aussi l'environnement est différent et je vais peut-être avoir besoin de choses un petit peu différentes. Donc c'est toujours la même question, c'est s'adapter. Ouais, bon, faut faire attention avec le concept d'adaptation, mais c'est toujours un petit peu la même chose. C'est juste de se poser les bonnes questions et de se dire voilà tiens, je rentre dans cet environnement-là.
qu'est-ce qui peut se passer, de quoi je peux avoir besoin, toutes ces choses-là, et vraiment peut-être influencer notre univers personnel avec cet environnement. Alors, si tu ne devais avoir qu'un seul outil en situation de survie, tu voudrais que ce soit quoi? Paumé dans la forêt avec des loups qui hurlent au loin. Un téléphone satellite. Ouais, en pleine nature, situation de survie. Donc là, on n'est pas dans le camping sauvage, hein, on est dans la situation de survie. Ah non, c'est vraiment que ça craint là. Ta vie est en danger. Vie ou mort. Ouais, un téléphone satellite, ouais. Bah parce que je peux appeler les copains, quoi. Et si j'ai de la chance, un quart d'heure après, il y a l'hélicoptère qui arrive. Est-ce que tu as un livre à recommander sur ta discipline? En fait, la discipline, comme tu peux t'en apercevoir, est hyper large. On parle de production alimentaire, on parle médecine, premiers soins, on parle énergie, préservation de la nourriture, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est une thématique hyper large, quoi. Donc n'importe quel livre technique qui va parler d'un sujet spécifique. Donc ça peut être par exemple les premiers soins, et j'encourage tout le monde à passer son diplôme de premiers soins. Mais donc ça peut être un livre technique par rapport aux premiers soins, ça peut être un livre technique par rapport à la production alimentaire. Donc moi j'aime bien par exemple la permaculture. Donc si j'avais 2 livres ou 3 à recommander sur le thème de la permaculture, ce serait la révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka et Permaculture 1 et 2 de Bill Mollison. C'est vraiment des super livres. Mais donc n'importe quel livre hyper technique sur un sujet spécifique qui va pouvoir nous donner et nous apporter un petit peu plus d'indépendance, un petit peu plus de résilience, un petit peu plus d'autonomie dans nos vies, c'est génial. Après, si on veut rentrer dans le survivalisme un petit peu plus typique, genre post-apo, fin du monde et tout, il y a un très bon livre de Force Chen, c'est Une seconde après, qui est très bien fait, qui nous met dans un scénario assez catastrophique, mais qui peut être en fait assez intéressant pour développer ces notions d'indépendance. Tous ces livres post-apo, pour moi, je le prends pas au premier degré. Pour moi, les livres post-apo, c'est surtout pour mettre en évidence cette question de dépendance. En fait, dans les livres post-apocalyptiques, on s'aperçoit de ce qui compte vraiment, de ce qui est primordial, et on s'aperçoit en fait un petit peu de notre propre dépendance. Mais donc Une seconde après de Force Chen, très bon livre. World Made by Hand de Kunstler, super bon livre. Je crois pas que World Made by Hand a été traduit en français, mais si vous lisez l'anglais, c'est vraiment un super livre. Est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants qui veulent se lancer? Alors peut-être pour mettre un premier pied dans l'autosuffisance ou dans le survivalisme. Bah déjà se poser la question, quoi, la question de comment je veux vivre. C'est vraiment le point de départ, parce que c'est une question qui va influencer la totalité en fait de ta démarche. Donc si tu te poses pas cette question, c'est pour ça que le survivalisme c'est très difficile à cataloguer en fait, parce que on a tellement tous des environnements différents, des logistiques différentes, des climats différents, mais aussi des idéaux de vie différents, quoi. Mais ça, pour moi, c'est la première question. Les questions lourdes. Comment je veux vivre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je veux vivre en ville ou est-ce que je veux vivre à la campagne? Ça change tout. Est-ce que je veux être indépendant au niveau énergétique, au niveau alimentaire, au niveau hydrique? Ça, pareil, ça change tout. Est-ce que je vais être indépendant au niveau économique? Là, tu peux changer complètement ta vie, quoi. Moi, c'est une question que je me suis posée à un moment. Est-ce que je veux bosser pour quelqu'un ou est-ce que je veux être indépendant économiquement et bosser pour moi-même? C'est une question de fond qu'on devrait tous se poser. Et moi, c'est une question que je me suis posée il y a très longtemps. Ça fait maintenant presque 15 ans que je travaille à mon compte. Mais moi, je voulais cette indépendance économique avec ses risques et toutes ces choses-là. Mais
je suis pas dans le salariat, quoi. Donc toutes ces questions de fond, c'est vraiment voilà, c'est où les gens devraient commencer, par où les gens devraient commencer, survivalisme ou pas, c'est notre vie, quoi. C'est des questions hyper importantes. Pour terminer, un petit rappel des endroits où on peut te trouver sur Internet, donc ton site, ton blog, ta page Facebook, etc. Ouais, j'ai pas les adresses. Le blog, c'est Le Survivaliste. Je crois qu'il y a juste à taper sur Google Le Survivaliste et ça sort. Et après, effectivement, sur le blog, j'ai les liens en fait. J'ai les liens de ma page Facebook et de ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui s'appelle pareil, qui s'appelle Le Survivaliste. Petit rappel également de ton ouvrage Rue Barbare. Ouais. Ouais, Rue Barbare, donc Survivre en ville, coécrit avec Piero San Giorgio. Encore une fois, c'est pas un livre typique de survie, mais on reste ici dans le fondationnel, quoi. Comment voulons-nous vivre en ville, et qu'est-ce qu'on peut faire en ville pour effectivement essayer de sécuriser un maximum de résilience, un maximum d'autonomie et un maximum d'indépendance, même dans ce milieu urbain qui est absolument terrifiant pour toutes ces questions d'indépendance. D'ailleurs, je crois que c'est dans les premiers chapitres, il y a une très bonne description du fonctionnement d'une ville, et c'est là qu'on se rend compte qu'à chaque niveau, effectivement, il y a des zones de fragilité. Il y a des zones de fragilité, et puis c'est surtout qu'on apprend en fait que le milieu urbain est bien plus large que le milieu urbain tel qu'on se conçoit, c'est-à-dire la grande ville avec son centre-ville et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans le livre, on définit en fait ce milieu urbain et donc cette dépendance à un milieu, à en fait un mode de vie. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre à la campagne aujourd'hui, mais avoir un mode de vie urbain, c'est-à-dire qu'on dépend de l'électricité, on dépend de l'eau courante, on dépend de la distribution de la nourriture, toutes ces choses-là, et en fait on s'aperçoit de cette dépendance omniprésente aujourd'hui dans nos vies. Et pour faire un petit rappel, on est dépendant d'une machine qui est extrêmement fragile, comme on l'a vu par exemple avec l'ouragan Sandy sur New York. En 12 heures, les hôpitaux avaient fermé, plus de distribution de nourriture, plus d'électricité, plus d'eau courante. Je veux dire, c'est le bordel très très vite. Tout simplement parce que cette machine hyper lourde et complexe est extrêmement vulnérable. Ok, merci beaucoup Val West. De rien, Alban. Je remets tous les liens nécessaires et tout sur le blog, et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi pour cette interview, et puis stay safe. C'est la fin de cet entretien avec Vol West que vous pouvez retrouver sur son blog lesurvivaliste.blogspot.com. Quant à nous, on se retrouve sur Nature Aventure Survie, la page Facebook, ou alors le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Petite nouveauté, je vous propose désormais des vidéos, et pour être tenu au courant des prochaines dates de sortie, de stage, des nouveaux podcasts, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le blog. Il vous suffit de rentrer votre adresse email et je ne viendrai pas vous embêter plus d'une fois par mois. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon bushcraft à tous.